La rédaction de Chérif La Télévision s'est entretenue avec certains analystes sur la mission de la CEDEAO au Mali, avec à sa tête Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria. La fête de Tabaski qui s'approche à grands pas n'est pas reluisante pour les commerçants et certains chefs de famille cette année, singulièrement pour les Bamakois en raison de la crise sanitaire et institutionnelle. Très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Avec à sa tête Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, une délégation de la CEDEAO séjournait à Bamako du 15 au 19 juillet dernier dans le cadre d'une médiation face à la crise sociopolitique que connaît le Mali. La rédaction de Chérif La TV s'est entretenue avec certains analystes sur la mission de la CEDEAO. Leur impression, c'est dans cet élément réalisé par Al-Hamidou Badini et Baba Keïta. Dès son arrivée au Mali, la mission de médiation de la CEDEAO sur la crise sociopolitique s'est entretenue avec l'ensemble des parties concernées, des corps diplomatiques et des responsables d'organismes internationaux. Une suite de consultations qui a permis à la mission de passer au crible la situation que connaît le pays depuis un certain temps. Je pense qu'il était important que, en situation de crise et surtout de crise de confiance entre les acteurs au niveau national, et en l'absence de médiateurs au niveau national, médiateurs crédibles capables de résoudre cette crise, il était important que le levier communautaire qu'est la CEDEAO intervienne pour faciliter le dialogue entre les différentes parties. Donc c'était une mission nécessaire, c'était une mission salutaire. Après analyse du contexte, à la mission de souligner dans son communiqué en date du 19 juillet que les problèmes de cette crise sociopolitique s'articulent autour des questions de gouvernance, en particulier la reconstitution de la Cour constitutionnelle, la résolution du litige des 31 sièges contestés au Parlement et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Elle a également fait des propositions allant dans ce sens. On l'a toujours dit, c'était trois problèmes essentiels qui occupaient les Maliens. Les dernières élections législatives ont été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et il était important que le résultat sorti des urnes soit rétabli et que la trentaine de députés qui ont été spoliés injustement de leur place puissent effectivement être mis dans leurs droits. Et le deuxième problème, c'était par rapport à la Cour constitutionnelle, qui a été l'organe qui a occasionné tout cela. Et donc, il était important que, comme sanction politique, comme sanction administrative, que cette Cour-là prenne congé et rende le tablier. La CEDEAO, elle est venue, elle a rencontré différents acteurs. Au sortir de la rencontre, elle a fait des propositions. Et il est important de rappeler que ces propositions reposent sur les premières que l'organisation avait formulées dès le début de la crise. Donc on peut dire que la CEDEAO a un peu évolué dans ces propositions. Mais ce qui est important de rappeler, c'est aussi le fait que la CEDEAO ne joue qu'un rôle de facilitateur. Les solutions de la crise sont endogènes. Aujourd'hui, quelle que soit la teneur ou la pertinence des propositions de la CEDEAO, il revient au premier plan au président de la République de les appliquer et de les formuler en tant qu'acte qui va apaiser à minima. Si la mission de la CEDEAO se félicite de l'adhésion de toutes les parties prenantes aux mesures ainsi proposées, force est de constater cependant que le comité stratégique du M5 RFP se démarque de cette démarche. Et la demande expresse du M5 RFP, qui est la démission pure et simple du président de la République, personnellement, je l'ai toujours dit, je n'y souscris pas. Tout simplement parce que c'est un saut dans l'inconnu, tout simplement parce que ça met en cause les équilibres du pays, parce que ça nous conduit à un processus dont nul ne connaît l'issue. Et dans le contexte fragile de notre pays, dans le contexte où nous avons perdu les 2/3 de notre pays, même plus avec la crise au centre actuellement, où l'État est quasi absent sur presque l'ensemble du territoire national, où nous avons des défis énormes auxquels il faut faire face, je pense que la demande de démission du président de la République n'est ni opportune ni pertinente dans le contexte actuel. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que le M5 RFP doit revenir à la table de négociation, doit revenir à de meilleurs sentiments
et accepter de participer au processus de relèvement du pays en donnant des noms pour participer au gouvernement. Et de cette façon, ils pourront peser de tout leur poids, de toute leur énergie pour pouvoir nous sortir justement de cette crise. Il appartient également au M5, à travers leur leader ou leur autorité morale qui est l'imam Mahmoud Dicko, d'accepter ces propositions ou d'accepter la formulation opérationnelle de ces différentes propositions-là. Donc je pense que loin de ceux qui jugent de l'échec ou du succès de cette mission, il est important de la replacer dans ses objectifs qui à minima a permis d'abord pendant le séjour de la mission de baisser la tension, mais également de formuler des pistes qui peuvent être saisies par les différents acteurs pour évoluer dans cette crise-là. Exhortons les parties prenantes au dialogue pour résoudre cette crise qui n'a que trop duré. La mission de la CEDEAO entend mettre en place un comité technique pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Un comité qui sera composé entre autres des représentants du gouvernement, du Parlement, de la société civile, de la magistrature, des représentants des femmes et des jeunes et de la représentation de la CEDEAO au Mali. Vous l'aurez constaté, une pluie diluvienne s'est abattue dans la capitale malienne ces derniers jours. Suite à cette abondance de pluie, des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, faisant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Amadou Kamara, Abdoulaye Sogoudou. L'inondation est monnaie courante en période hivernale à Bamako. Précisément ici, nous sommes à Korofina Sud où vous voyez une quantité d'eau importante qui est en train de ruisseler et les causes ont été expliquées par les maires. Chaque année, les communes font les curages, prennent l'assainissement, mais nous avons compris qu'il ne s'agit pas de faire du curage seulement, ou bien faire de l'assainissement seulement, parce que c'est le moment de l'hivernage. Non, nous avons un programme bien établi par rapport à l'assainissement, de façon très périodique. Et singulièrement par rapport à la grande saison de pluie dont vous parlez, nous avons déjà pris des mesures. Dans la preuve, quand vous sortez, voir certains quartiers, vous comprendrez qu'effectivement, on fait des curages, ça et là. Mais le vrai problème, ça c'est le comportement. C'est le comportement de la population même qui fait que on a d'énormes problèmes à faire face à ces grands projets. Parce que ça passe non seulement par l'embellissement, mais la propriété de la ville. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Non, maintenant, on a commencé d'abord avec le Ouéouéango, qui les gens se sont installés dans le lit de Marigot, ce qui fait que à chaque période hivernale, si nous ne prenons pas garde, parce que l'eau ne laisse pas son chemin, donc ça déborde. Et nos caniveaux aussi, qui sont là, le plus souvent, quand il y a la pluie, nos ménagères sortent avec leurs ordures, ils les déversent dans les caniveaux pour dire que c'est le bonus. Or, c'est pour déplacer les problèmes, ça ne les résout pas. Mais tant bien que mal, puisque cette année, le curage de ces caniveaux et puis de ces collecteurs ont été donnés à l'Agéroute et aux zones. Parce que ce sont ces deux sociétés qui sont en train de faire ce curage. Mais à cela étant aussi, nous avons aussi répertorié certains caniveaux au niveau de la commune que nous nous apprêtons à curer avec nos maigres moyens. Après les autorités communales, nous sommes tentés de rapprocher aussi. Les populations riveraines nous ont expliqué les causes réelles et les causes profondes de ces différentes inondations. Chaque année, pratiquement, à cause du pont, la hauteur du pont, qui est très basse par rapport au sol. Donc, chaque fois que l'eau arrive vers nous, dès que ça atteint ce niveau, ça refoule vers la population. Et on a
de sérieux problèmes. Le pont là, nous on est là depuis 1964, à côté ici. Mais pratiquement, quand c'est le pont qui est arrivé, bon, je sais, il y a une vingtaine d'années, les chemins de fer ont repris le pont. Bon, régulièrement, on a des inondations. Sinon, pratiquement, si ce n'est pas le pont, je pense qu'il n'y a pas d'inondation. Bon, également, il y a d'autres constructions anarchiques dans le lit du fleuve qui font qu'effectivement, donc l'un dans l'autre, ça aggrave vraiment le reflux de l'eau vers la population. Donc, on est vraiment sérieusement confronté à ce problème. On a écrit au chemin de fer, on a écrit au gouvernement pour voir la qualité du pont qui est là. Bon, il n'y a pas de réaction, mais chaque fois, on est confronté à ce problème. Beaucoup de personnes nous ont expliqué les causes de ces différentes inondations. Par ici, nous voyons qu'il y a une quantité importante d'eau qui est en train de faire... Pour le moment, on n'a pas constaté de dégâts, mais ce qui est sûr, les maisons qui sont construites sur le nid de ce fleuve, ils risquent d'avoir des dégâts matériels, pour ne pas dire des dégâts en vie humaine. Et la fête de Tabaski qui s'approche à grands pas n'est pas réluisante pour les commerçants et certains chefs de famille cette année, singulièrement les Bamakois, en raison de la crise sanitaire et institutionnelle. L'une de nos équipes de reportage, conduite par Sadou Siribi et Abdoulaye Sogodougou, s'est intéressée à ce sujet pour savoir dans quelles conditions les Maliens préparent-ils cette fête. Suivons les reportages. L'année 2020, pas comme les autres années, en période festive, surtout celle de la Tabaski, une des plus importantes fêtes pour les fidèles musulmans, du côté des commerçants en passant par les chefs de famille, le constat est le même du style, car la période n'est pas reluisante, en raison de certains facteurs liés à la crise socio-politique et sanitaire que le pays traverse. Ça fait des mois maintenant que nous... mes frères commerçants ils sont dans la merde avec ce problème de coronavirus qui est là aujourd'hui, qui a amené cette crise financière chez nous à tous les niveaux. Et nos frères commerçants, ils souffrent. Depuis le coronavirus, là, ils souffrent. Et ça ajoute encore cette crise politique qui est là aujourd'hui pour déstabiliser le pays. Et j'ai lancé un appel à tous les présidents des associations de marché, de se donner la main, de comprendre s'il y a dérapage, c'est nous qui sommes les premières victimes. Je pense que tout le monde a compris ce message-là. Et je sais qu'on va se donner la main. Il y a quelques jours, il y a des inquiétudes dans nos marchés. Les commerçants qui ont été victimes là, ils n'ont ni du CFR, ni du M5. C'est des Maliens. Donc il est temps que les Maliens comprennent quelque chose. Un président démocratiquement élu ne peut pas s'en aller comme ça dans la rue. La capitale malienne vit depuis plusieurs semaines une situation sociopolitique sans précédent ayant provoqué une conjoncture économique. En cette veille de Tabaski ou fête des moutons, difficile de s'acheter un bélier dont les prix varient entre 90 000 francs CFA et 100 000 francs CFA, voire plus, au dire de certains clients. Les prix sont trop élevés parce que moi-même je suis venu demander. Je vois quelques moutons. Bon, je l'ai demandé, je suis en train de dire les 60 000, 75 000. Bon, en fait, je vais dire que c'est très très élevé, ces périodes-là, parce que ça ne va pas du tout. Nous sommes en crise, bon, tous les marchés sont... En fait, quoi, sont arrêtés. Bon, on veut avoir des bélets pour le jour de la fête. Bon, à ce moment, vraiment, ces gens là-bas, ce n'est pas trop facile. C'est très très difficile. Ces spéculations de moutons pendant ces fêtes de Tabaski là, c'est pas nos commerçants qui sont installés au marché. Les gens amènent leurs moutons, ils donnent leurs prix. Sinon l'État a toujours donné des prix. Je ne sais pas cette année s'il y aura des opérations de Tabaski avec le coronavirus dont les frontières sont fermées. Et nos paysans qui amenaient, les éleveurs qui amenaient leurs moutons, on ne sait pas quand ils vont venir cette année, je ne sais pas. Mais quand même, il n'y a pas un flambé de prix. Les prix varient. On donne tous les jours les prix des différentes régions. La fête de Tabaski devrait être célébrée le 31 juillet prochain, selon les calendriers lunaires au Mali. Nous retrouvons Moussa Fomba pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images.
Plus de 100 000 personnes interpellées depuis le mois de mars au Zimbabwe dans le cadre des efforts des autorités pour contenir la propagation du coronavirus. Tandis que le gouvernement parle de mesures anti-coronavirus, des voix s'élèvent pour pointer un durcissement ciblé contre l'opposition et les activistes. Les chiffres devraient encore exploser dans les prochains jours alors que les partis d'opposition et les organisations de la société civile appellent à des manifestations sur l'ensemble du territoire zimbabwéen le 31 juillet prochain. Il demande au président Emmerson Mnangagwa de démissionner. Au Zimbabwe, l'État exige une quarantaine de 3 semaines dans un centre géré par le gouvernement à toute personne de retour d'un déplacement à l'étranger. S'il n'a pas encore annoncé officiellement son intention, Alassane Ouattara est désormais pressenti pour être candidat à sa propre succession. La disparition de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a rebattu toutes les cartes. À entendre certains barons du parti au pouvoir, la candidature du président ivoirien pour un 3e mandat ne fait guère de doute. Interrogé par RFI, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, affirme qu'Alassane Ouattara est le mieux placé pour battre le candidat Henri Konan Bédié au premier tour, qu'il reste le ciment de l'unité du RHDP et que sa candidature éviterait une guerre des dauphins. Mais à ce stade, rien n'est officiel. Un proche de la présidence assure même qu'Alassane Ouattara hésite encore et qu'une candidature d'Ahmed Bagayogo, l'actuel ministre de la Défense, qui devrait être nommé Premier ministre, serait toujours en discussion. Les appartements de Bibo Bourgui sont désormais mis en vente par l'État sénégalais. Co-accusé de Karim Wade, l'homme d'affaires avait écopé de 5 ans de prison en 2015 pour complicité d'enrichissement illicite avant d'être gracié par le président Macky Sall 1 an plus tard. Mais les sanctions financières et les confiscations de biens ont bien demeuré jusqu'à aujourd'hui. Sur la corniche de Dakar, les appartements de la résidence Eden Rock appartenant à Ibrahim Abdul Khalil, surnommé Bibo Bourgui, vont être mis en vente du 21 au 28 juillet selon la Direction générale des impôts et des domaines. Une visite sera organisée jeudi prochain. Son avocate assure quant à elle que les appartements de la résidence Eden Rock mis en vente appartiennent uniquement à l'homme d'affaires et elle rappelle que toutes les confiscations des biens demandées par l'État sénégalais à l'étranger ont été refusées dans les différentes procédures internationales. L'Iran a exécuté lundi 20 juillet un homme reconnu coupable d'espionnage de ses forces armées pour les États-Unis et Israël, et notamment sur les déplacements du général iranien Qassim Soleimani. La condamnation de Mahmoud Moussavi Majd a été exécutée lundi matin pour espionnage afin que le cas de sa trahison envers son pays soit clos pour toujours. Moussavi Majd a été accusé d'avoir fourni des informations aux États-Unis et à Israël sur les déplacements du général Qassim Soleimani, tué début janvier dans une frappe de drone américain à Bagdad. Architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, le puissant général Soleimani, commandant de la branche des gardiens de la révolution iranienne, chargé des opérations extérieures de l'Iran, a été tué le 3 janvier par une frappe aérienne américaine avec son lieutenant, l'Irakien Abu Mehdi al-Muhandis, leader des paramilitaires pro-Iran dans ce pays. Le président turc a effectué dimanche une visite symbolique dans l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Cette visite est la première depuis la reconversion controversée de cet édifice en mosquée la semaine dernière. Selon l'autorité des affaires religieuses, 500 personnes participeront à la première prière collective vendredi à l'intérieur de Sainte-Sophie. Les icônes chrétiennes qui ornent l'intérieur de l'ancienne basilique byzantine seront dissimulées le temps de la prière, selon le Diyanet. La reconversion de la basilique musée Sainte-Sophie d'Istanbul en lieu de culte musulman est une question de souveraineté, a insisté le président turc Recep Tayyip Erdogan à sa sortie de la prière de vendredi. Cette unité, cette solidarité qui est la nôtre, est l'expression de la libération de Sainte-Sophie des chaînes de l'esclavage. Ces chaînes ont été supprimées et jetées. Nous sommes heureux d'avoir fait de notre rêve d'enfant une réalité. Il ne faut pas réduire cela à de la rhétorique politique. Voilà, c'était un commentaire signé Al-Hamidou Badini. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.